La ville de Goma va-t-elle tomber entre les mains des hommes du M23? La question est posée ce matin alors que les combats entre rebelles et militaires se poursuivent aux portes de la capitale du Nord Kivu. La République démocratique du Congo refuse de négocier avec les rebelles qu'elle estime être instrumentalisés par le Rwanda. Myriam Bonafa. Goma, livrée à elle-même. Autour, les rebelles du M23 qui, après l'offensive de ce week-end, ont fait fuir les forces gouvernementales de la capitale du Nord Kivu. Nous ne savons pas comment est-ce que nos militaires vaillants vraiment ne parviennent pas vraiment à repousser les ennemis. Nous sommes vraiment inquiets. Sans joli, les M23 pouvaient entrer hier en Congo. Les rebelles avaient d'abord laissé 24 heures aux autorités congolaises pour ouvrir des négociations de paix, menaçant de prendre la ville. Notre objectif principal était simplement d'arriver jusqu'ici et d'expliquer notre cause. Nous n'avons aucune intention d'entrer dans Goma. Cependant, si l'armée nous attaque, alors nous entrerons dans la ville. Si les Nations Unies font savoir leur crainte de voir Goma tomber aux mains des rebelles, l'armée, elle, garde un discours optimiste. Contrôle la situation, il n'y a pas de problème. C'est calme. Le M23 est largement composé de soldats Tutsis. Leur mutinerie en avril a déstabilisé l'est du pays, provoquant des centaines de milliers de déplacés. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda voisin d'armer et de financer le M23 et refuse aujourd'hui toute négociation avec les rebelles, même si les Rwandais récusent toute implication dans le mouvement. On fait le point ce matin avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier. Une première question peut-être sur ces hommes du M23. Qui sont-ils et quelles sont leurs revendications? Alors, ce sont des hommes qui faisaient partie un petit peu de troupe de bandits de grand chemin, si on peut dire ça comme ça, et qui ensuite ont été intégrés dans d'autres groupes militaires et à qui on avait promis en 2009 qu'ils soient intégrés totalement dans l'armée régulière de la RDC, de la République démocratique du Congo. Or, eux estiment que cela n'a pas été le cas, qu'on les a laissés de côté, qu'ils n'ont pas été vraiment intégrés, et que finalement, se trouvant dans une région comme celle du Kivu, qui est extraordinairement riche en minerais, en possibilités de cultiver, eh bien ils se sont dit on va se servir nous-mêmes. Et à ce moment-là, on posera nos conditions au gouvernement congolais, quitte à se tailler des parts de territoire congolais dans cette région des Grands Lacs, cette région du Kivu. Le Nord Kivu. On a vu que le pouvoir congolais refusait de négocier avec les hommes du M23. Pourquoi une telle attitude du pouvoir aujourd'hui? Parce qu'officiellement, si vous voulez, le pouvoir congolais estime qu'il n'a pas à négocier avec une sédition, avec des factieux. Pour lui, il s'agit de maintenir l'intégrité territoriale du Congo et c'est bigrement difficile, d'abord parce que le pays est énorme, parce que les frontières sont très grandes et puis parce que son armée, sa propre armée, est à la fois sous-organisée et sous-payée. Et d'ailleurs, bien souvent, on assiste à des passages à l'ennemi, entre guillemets, de soldats de l'armée congolaise régulière qui rejoignent certains groupes de ce type-là. Alors, négocier, c'est extrêmement difficile pour un pays comme celui-là, avec un président qui est Kabila, qui était le fils de celui qui était arrivé au pouvoir grâce à qui? Grâce au Rwanda, on en reparlera tout à l'heure. Mais le problème est qu'il n'a pas à négocier avec disons, des groupements ou des factions qui n'entendent pas négocier tant qu'elles n'auront pas taillé leur part de gâteau, si j'ose dire, dans le territoire congolais. Alors justement, le Rwanda, on en parle pas mal ces derniers jours. Le Rwanda qui est accusé d'instrumentaliser les hommes du M23. Alors, si c'était que les hommes du M23, il faut revenir un petit peu en arrière, il faut revenir à l'histoire terrible du génocide de 1994 au Rwanda. Et lorsque les Tutsis ont pris le pouvoir, toute une vague de Hutus, qu'ils aient commis des crimes ou non, se sont réfugiés, sont montés par Wangeri et sont montés petit à petit jusqu'à Goma, qu'on appelait encore à l'époque le Zaïre. C'était l'époque de Mobutu. Et là, il y a eu des quantités de camps de réfugiés qui se sont installés, des rivalités ensuite entre plusieurs ethnies. Il y avait des Hutus, il y a là des Banyamulenge qui sont plutôt des rwandophones. Tout cela est un peu compliqué, mais pour vous dire que le Rwanda a toujours essayé de tirer les ficelles de mouvements comme le M23, des mouvements factieux, pour essayer précisément d'être soit en position de force, cette fois pour négocier avec Kinshasa, avec le gouvernement congolais, soit pour se tailler la part du gâteau aussi en termes de minerais, soit enfin de faire correspondre de manière ethnique les frontières du Rwanda à ce que c'est, disons, à l'ère
qu'habitent les gens qui parlent le Rwanda, le rwandophone, le Kinyarwanda. C'est ça l'idée du Rwanda, c'est d'arriver à faire en sorte que tous ceux qui parlent la même langue soient dans le même pays. Alors cette région des Grands Lacs, vous le disiez, est une zone extrêmement riche qui attire évidemment les convoitises. Ce conflit a jeté sur les routes là, ces derniers jours des centaines de milliers de réfugiés. Finalement, depuis 2 décennies, c'est devenu très compliqué de vivre dans la région. Oui, à la fois pour des raisons justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que cette région est un Eldorado où chacun pourrait y vivre de manière très satisfaisante, mais en même temps, comme vous le disiez, les convoitises sont tellement attirées qu'à chaque fois, ça se termine par une guerre, parce qu'il y a un déficit démocratique total dans ces régions, et qu'en plus de cela, eh bien, les réfugiés sont ballottés de droite à gauche, du Rwanda à la République démocratique du Congo. Vous avez vu vous-même qu'il y avait des problèmes de type ethnique, qui ne sont pas des problèmes ethniques au fond, mais qui sont des problèmes économiques sur lesquels on a plaqué le vernis de l'ethnicisme. Bien, tout cela est extrêmement compliqué à démêler parce que, précisément, on est dans une région qui a été mal décolonisée, où les ambitions des uns et des autres se témoignent, et puis surtout parce qu'il y a eu ce terrible génocide rwandais qui a bouleversé complètement la démographie, non seulement du Rwanda, bien sûr, mais de toute la région aux alentours. Merci beaucoup Gauthier pour votre éclairage.